Ahlan Bikoum, bonsoir et bienvenue pour ce tout premier numéro du magazine Maghreb qui s'intéresse ce soir, actualité oblige, à la brouille diplomatique entre Rabat et Tunis. Les deux voisins ont croisé le fer fin août. En recevant officiellement le leader du Front Polisario, le président tunisien a provoqué un véritable séisme diplomatique. Le Maghreb, plus désuni que jamais, on en parle avec l'analyste politique Mohamed Chtetou à Rabat et puis à Paris avec le journaliste algérien Abdou Semar et avec notre journaliste ici à Tel Aviv, Saïd El Fassi, en Darija, langue qui elle est bien commune à tous les habitants du Maghreb. Et puis après un été caniculaire touché de plein fouet par sa pire sécheresse depuis près de 40 ans, le Maghreb voit rouge, toujours plus chaud, toujours moins d'eau, conséquence du changement climatique ou bien d'une gestion hydrique déficiente. On en parle dans un instant avec nos invités, le climatologue Salem Daesh et l'agroéconomiste Fatima Ezara Mengoub. Enfin, on s'arrête ce soir sur l'image de la semaine avec un visage bien connu, celui de Nathanaël Chouraki, qui nous a suivis dans ce passage de l'Orient au Maghreb. Voilà pour les titres. C'était le 20 août dernier. Le roi du Maroc, Mohamed VI, adressait ce message au monde entier. Je voudrais adresser un message clair à tout le monde. Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. Voilà un message qui ne semble pas avoir été entendu à Carthage. L'accueil en grande pompe réservé le 26 août dernier au chef du Polisario, Brahim Rali, par Kais Saied à l'occasion du sommet Japon-Afrique, le TICAD a été perçu par le Maroc comme une véritable offense. Pour en parler, on est avec Abdou Semar en duplex à Paris. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous pour ce premier numéro de Maghreb. Vous êtes journaliste algérien, fondateur d'Algérie Part, un média d'investigation censuré en Algérie. Vous avez d'ailleurs fait de la prison pour délit de presse. À vos côtés ce soir, Mohamed Chtetou depuis Rabat. Bonsoir à vous également. Vous êtes analyste politique et professeur d'anthropologie sociale et politique. Et bonsoir à Saïd El Fassi, journaliste de la chaîne arabophone d'I24 News. Merci à tous les trois. Alors on commence avec vous, Abdou Semar. On sait que la Tunisie a toujours été neutre sur la question du Sahara. Il s'en est défendu, mais selon vous, Kais Saied, le président tunisien, est-il sorti de sa réserve en accueillant, il faut bien le dire avec les honneurs d'un chef d'État, le chef du Polisario? C'est vrai, la Tunisie a été contrainte de mettre fin à sa neutralité historique. Cette neutralité historique n'a plus lieu d'être pour la Tunisie dans l'environnement maghrébin actuel. Il faut savoir que depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc à la fin du mois d'août 2021, la rivalité algéro-marocaine a atteint un niveau d'extrême tension qui n'a jamais été égalé depuis peut-être les années 76 avec les deux batailles d'Amgala ou peut-être même depuis la fermeture des frontières entre les deux pays en 1994. Dans un contexte aussi tendu où les deux pays, quand même, rappelons-nous que depuis durant toute l'année 2021 et une bonne partie du premier semestre de l'année 2022, des accusations très graves ont été formulées par les autorités algériennes contre le Maroc. Des lobbies médiatiques dans les deux pays se sont constitués. Il y avait la guerre froide qui était traditionnellement, qu'on connaissait, la guerre froide traditionnelle algéro-marocaine est devenue beaucoup plus tendue, beaucoup plus violente. Et la Tunisie subissait les foudres de cette rivalité algéro-marocaine. Il faut comprendre que la Tunisie partage plus de 1000 km de frontière avec l'Algérie. Elle est coincée entre l'Algérie et la Libye, une Libye qui est ravagée par la guerre civile, par l'instabilité. La Tunisie de Kais Saied n'a rien à voir avec la Tunisie de Beji Sebsi ou de Ben Ali. C'est un président qui est faible, qui a des présidents qui avaient d'ailleurs toujours observé cette neutralité justement sur la question du Sahara. Mohamed Chtetou, qu'est-ce qui a pu pousser selon vous la Tunisie dans les bras de l'Algérie sur la question précise du Sahara? Bon, je pense que la situation économique de la Tunisie a poussé Kais à aller dans les bras de l'Algérie. Donc il y a un nouveau axe qui se dessine. Un nouvel axe qui se dessine au Maghreb, c'est l'axe Alger-Tunis. Et je pense que l'Algérie est en train d'utiliser ses pétrodollars pour acheter la Tunisie, qui est dans une situation économique indésirable et qui peut faire faillite à n'importe quel moment. Elle n'a pas pu avoir des fonds de la Banque mondiale, donc elle a des problèmes énormes. Abdou Semar, cette brouille tuniso-marocaine,
Elle intervient, on l'a vu avec le discours du roi, dans lequel il a prévenu qu'il allait mesurer dorénavant la sincérité de ses amitiés en fonction de leur position sur la marocanité du Sahara. Est-ce que c'est une crise qui va durer, ou bien est-ce que, comme l'Espagne, avant lui ou avant elle, la Tunisie peut faire machine arrière? Dans le contexte actuel, non, parce que la Tunisie a cruellement besoin d'une forte alliance avec l'Algérie. Kais Saïed a fait un choix, c'est le choix d'Alger, pour la simple raison, au-delà de la crise économique, la Tunisie elle est plus endettée à hauteur de plus de 40 milliards de dollars depuis le début de l'année 2022. L'Algérie avait déjà prêté, rappelons-le, l'équivalent de 450 millions de dollars à la Tunisie en 2020 et en 2021. L'Algérie est le premier pays qui est prêt à donner des dépôts de garantie, c'est-à-dire l'Algérie va certainement prêter encore de l'argent à la Tunisie avant même la fin de l'année 2022. Pour lui permettre de rassurer ses bailleurs de fonds, notamment le FMI. Kais Saïed sait très bien que le Maroc ne peut rien faire pour lui. C'est avec l'Algérie que la Tunisie partage 1000 km de frontières. Ouais. La coopération sécuritaire, elle est importante entre l'Algérie et la Tunisie. Elle n'est pas importante avec le Maroc. En plus, l'Algérie a fait un lobbying très important. Il faut savoir que l'Algérie a deux objectifs en Tunisie. Un, empêcher la Tunisie qu'elle normalise ses relations diplomatiques et politiques avec Israël. Ouais. Deux, empêcher que Kais Saïed ne soit renversé par un coup d'État militaire avec l'éventualité de l'instauration d'un régime qui serait hostile aux intérêts de l'Algérie. Et peut-être un troisième objectif aussi, c'est que si la Tunisie sombre dans une crise d'insécurité ou d'instabilité comme la Libye, c'est la sécurité nationale de l'Algérie elle-même qui sera menacée. Alors on va s'intéresser à présent, si vous voulez bien, aux conséquences directes et indirectes de cette crise diplomatique. Avec vous, Saïd Al-Fassi, marhaba bik. Saïd Al-Fassi, صحفي i24 News باللغة العربية. Alors ça s'appelle Saïd en Darija, c'est le nom de votre nouvelle rubrique qu'on vous retrouve tout de suite après. Saïd, est-ce que cette crise diplomatique, elle peut avoir des conséquences, ou elle a déjà des conséquences sportives, économiques? طبعا هذه الأزمة غادي تمتد لسنوات طويلة، لأن قيس سعيد غلط واحد الغلط كبير مع المغرب وما كانش يحط يدو في يد البوليزاريو مادام المغرب كيساند تونس على مدى التاريخ. قيس سعيد اعتقد في راسه بانه مثل المغرب بحال حزب النهضه الموجود في تونس، وهذا غير صحيح. قيس سعيد كيحاول يبحث على واحد الشرعيه قويه داخل المحيط ديالو، وشاف بان تونس هي هذه الشرعيه، هي الجزائر هي هذه الشرعيه، وعطاته فلوس كبيره باش يكون الى جانب الجزائر. ثم الجزائر عطاته واحد الشك كبير باش ينظم واحد المنتدى كبير ما يسمى بالجماعات المضطهده في الدول العربيه، وغادي تنظم قبل نهاية 2022 باش يقول بأن البوليزاريو لازم تكون داخلة في إطار هذه المنطقة. Quel est l'impact de cette crise diplomatique sur les pays du Maghreb, bien sûr, mais aussi sur l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen? هذه الأزمة غادي تأثر على جميع الدول المحيطة بعد. كنعرفوا بأن حجم المبادلات التجارية ما بين المغرب وتونس هي حجم مبادلات كبيرة، والخاسر الأكبر ما يكونش المغرب، غادي تكون تونس، لأن هي اللي غادي تكون خسرانة. ولو أنها تدعم من طرف الجزائر، فالجزائر ما غاديش تدوم لها أكثر، لأن قيس سعيد حتى بنفسه هو ما غاديش يطول بزاف في رئاسة الدولة، لأنه غادي يجي الوقت فاش غادي يتغير، والدبلوماسية التونسية غادي تتغير، لأنه غادي يأثر على المحيط الاقتصادي الاجتماعي السياسي في هذه المنطقه. وما يمكنش المغرب يبقى ساكت في هذه الوضعيه، لانه لازم يتحرك باش يرجع النصاب الى امورها. ما تنساش سيريل واحد الحاجه مهمه، هو ان الجزائر كتحاول ما امكن باش تقلب ان المغرب ما يكونش عنده واحد اكبر من ثلثين في الاتحاد الافريقي باش يطرد البوليزاريو. لذلك هي كتعمل هذا عمدا باش تطيح المغرب وتكون هي القويه باش ما يكونش العضويه ديال البوليزاريو داخل الاتحاد الافريقي. Merci Saïd El-Fassi, shukran lak. Mohamed Chtetou, quels sont aujourd'hui les leviers de pression dont dispose Rabat pour convaincre Tunis peut-être de se ranger du côté du Maroc et de regretter ce geste malheureux, en tout cas il a été perçu comme tel du côté de Rabat? Tout d'abord, il y a l'aspect économique. Donc je pense que le Maroc va boycotter, il est en train de boycotter la Tunisie sur le plan économique, sur le plan financier. Beaucoup de sociétés marocaines vont quitter la Tunisie. Le Maroc va quitter l'organisation de Free
commerce qu'elle a avec la Tunisie. Donc il y a le côté économique, il y a aussi le côté politique. Il ne faut pas oublier que le Maroc va se mettre du côté des autres partis qui ont été chassés plus ou moins du pouvoir, surtout les islamistes et les autres partis. Donc ça va être une pression sur Kais Saïd qui, comme on a dit, il ne va pas durer longtemps. Il ne va pas durer longtemps parce que très bientôt il y aura des élections et sûrement les Tunisiens vont le jeter en pâture aux requins parce qu'ils ont besoin d'un changement. Abdou Semar, prochaine confrontation peut-être entre l'Algérie et le Maroc, ce sera durant le sommet de la Ligue arabe qu'accueille Alger, ce sera au mois de novembre. Exactement, et qui se déroule dans un contexte très tendu, parce que l'Algérie n'a pas que des problèmes avec le Maroc. Il y a eu des tensions importantes qui ont éclaté aussi avec le Caire, avec l'Égypte. L'Algérie s'est rapprochée beaucoup de l'Éthiopie, d'Addis Abeba, au moment où l'Égypte et l'Éthiopie sont en bord d'une guerre, la guerre de l'eau à cause du barrage de la Renaissance. Ouais. Mais on se pose beaucoup de questions effectivement à Alger sur les conditions d'organisation de ce sommet. Le Maroc, ça reste un pays important de la Ligue arabe. Est-ce que le roi du Maroc va venir? Est-ce que Boulita, le chef de la diplomatie marocaine, va venir? Quel accueil sera réservé? Déjà avec les pays du Golfe, ça ne se passe pas très bien. L'Algérie n'a pas pu normaliser ses relations bien comme il faut avec les Émirats, qui sont un soutien important du Maroc. Il y a toujours des divergences avec l'Arabie Saoudite. Mohamed Ben Salman, qui devait venir à la fin de l'été à Alger, il a reporté cette visite dans des conditions qui sont restées troublantes. Donc il y a eu des rumeurs qui ont circulé sur des pressions égyptiennes et émiraties pour reporter encore une fois le sommet d'Alger. L'Algérie s'accroche. D'ailleurs, elle a fait une concession avec la Syrie. Ils ont convenu avec la diplomatie syrienne de ne pas aborder la question délicate du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, alors qui est gelée depuis le début de la guerre en Syrie. Mais ça va être un contexte bouillonnant. Mais l'Algérie se prépare et elle ne veut absolument pas elle n'accepte pas l'idée du report. En tout cas, elle fera tout pour que ce sommet soit réussi. Mais est-ce qu'il sera réussi si les chefs d'État de certains pays importants ne viennent pas? Si par exemple, le boycott, il ne vient pas à Alger, si Mohamed VI ne vient pas, si MBS ne vient pas, ça va être très compliqué. Merci Abdou Semar en duplex depuis Paris, Mohamed Chtetou depuis Rabat, et puis ici à Tel Aviv, Saïd El Fassi. Merci à tous les trois d'avoir été nos premiers invités pour ce tout premier numéro du magazine Maghreb. Elles sont de plus en plus longues et de plus en plus intenses. Les périodes de sécheresse qui frappent le Maghreb classent cette région du monde parmi les 30 pays qui souffrent le plus de pénurie d'eau. Quelles sont les origines de ce fléau ? Quels sont les remèdes? Pour en parler, ce soir, on est avec deux spécialistes. Salem Daesh, climatologue, chercheur à l'université de Sfax et directeur de l'UFR-GHES, Géographie, Histoire et Société, l'université Paris-Cité. À vos côtés, depuis Rabat, Fatima Ezara Mengoub, agroéconomiste au Maroc. Vous êtes notamment chercheuse pour le Centre politique de recherche sur le Nouveau Sud. Merci à tous les deux. On vous retrouve tout de suite après l'entrée en matière, signée ce soir Johanna Binder et Ariane Ménage. En renfort, l'armée marocaine envoie plusieurs bombardiers d'eau Canadair dans ces forêts du nord du Maroc. Avec des températures bien au-delà des 40 degrés, les équipes de pompiers se préparent à intervenir. En cette mi-juillet, les flammes ravagent plusieurs provinces du nord marocain. Des centaines d'habitants sont évacués, plusieurs villages sont détruits. J'étais en famille et à un certain moment, on a entendu des gens crier « Au feu !» Nous sommes sortis pour fuir et heureusement, grâce à Dieu, le feu s'est orienté vers le haut de la montagne. Un nouvel été caniculaire pour le Maroc, frappé de plein fouet par son pire épisode de sécheresse depuis près de 40 ans. Dans ce village à 140 km de Casablanca, de nombreux agriculteurs comme Mohamed Zbaï ont dû abandonner leur activité. Les épisodes de sécheresse successifs ont épuisé des terres autrefois fertiles, un phénomène de stress hydrique qui menace tout le pays. La situation de l'eau ici est catastrophique. Ça fait un mois que l'eau est coupée. Avoir de l'eau 1 ou 2 fois par semaine n'est franchement pas suffisant. À quelques centaines de kilomètres de là, l'Algérie, qui pense encore les plaies des feux dévastateurs de 2021, affronte cet été encore les effets de la sécheresse. Au mois d'août, plus d'une centaine d'incendies ont ravagé le pays. Le 29, les bilans faisaient état de plus de 40 morts. Parmi les sites durement touchés, le parc national d'El Kala,
10 000 hectares de cette réserve de biosphère dotée d'un écosystème unique dans le bassin méditerranéen ont été détruits. Les arbres ont tous disparu, les grenadiers ont brûlé ainsi que tous les citronniers et leurs fruits. Nous ne pouvons compter que sur Dieu. En 2021, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a bien annoncé un plan de lutte contre la sécheresse. Lancé il y a un an, il prévoit de doter de stations de dessalement d'eau de mer les régions les plus peuplées du pays. Un programme d'urgence qui doit encore faire ses preuves. La Tunisie voisine n'est pas épargnée, elle non plus. D'importants incendies se déclarent en juillet au sud de la capitale. Et dans ce pays éprouvé par les vagues de sécheresse, les agriculteurs ont de plus en plus de mal à irriguer leurs terres. Nous ne dormons plus et nous passons notre temps à surveiller les champs. En été, les coupures d'eau courante sont de plus en plus régulières et la gestion des ressources hydriques de plus en plus critiquée. Alors que le pays souffre déjà de stress hydrique, les ressources en eau souterraine se raréfient et pourraient diminuer de 30% d'ici à 2050. La Tunisie doit s'adapter à ce manque d'eau parce qu'on le sait très bien que suite au changement climatique, donc il y a moins d'apport d'eau. Et en plus de ça, c'est-à-dire on a constaté que suite à la démographie aussi, le nombre de mètres cubes par an par habitant va diminuer. Si aujourd'hui un Tunisien il a 420 mètres cubes par an par habitant, en 2050, un Tunisien aura beaucoup moins que ça. Ratio déjà critique et en dessous du seuil de pauvreté, cet assèchement chronique pourrait pousser le pays à rationner l'eau potable. Le Maroc, dès cet été, a adopté une politique de rationnement quotidienne pour plusieurs grandes villes du pays. Salem Daesh, bonsoir. Évidemment, le réchauffement climatique est une préoccupation mondiale, mais pour quelles raisons spécifiques peut-être à cette région du monde, le Maghreb, on retrouve les 5 pays dans le top 30 des pays les plus pauvres en eau? Merci pour cette invitation. Donc, les pays du Maghreb, certainement, souffrent d'une pénurie d'eau, pas uniquement à cause du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique contemporain, on va dire, donc, causé par les quantités additionnelles de gaz à effet de serre et donc réchauffement, élévation des températures, bien sûr, plus d'évaporation par la suite, donc vient s'ajouter tout simplement pour aggraver une réalité connue donc autour de la Méditerranée en général, pas uniquement au Maghreb, qui est la pénurie donc en eau souterraine principalement. Ouais. Fatima Ezara-Mangoub, Fatima Ezara-Mangoub, vous partagez ce constat, ce diagnostic sur le Maghreb? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Vraiment ravie d'avoir l'occasion de discuter ce sujet très important. En fait, je partage complètement l'avis de l'expert parce qu'en fait, le Maghreb est situé dans une zone qui est caractérisée par un climat aride à semi-aride et qui dit ça, dit naturellement des précipitations faibles et des températures élevées, ce qui impacte les dotations en eau dans chaque pays qui est situé dans cette région. En plus de ça, nous avons à la fois une offre qui est de plus en plus faible et une demande de plus en plus élevée, surtout qu'on doit satisfaire une demande en eau potable, par exemple, qui est inélastique. On doit veiller à satisfaire la demande en eau des gens. Et aussi, on a des exigences en termes de développement économique et social, notamment l'irrigation pour le secteur agricole ou l'industrie, beaucoup d'eau pour le secteur industriel et même touristique pour faire les spas, les hôtels et tout ça. Donc c'est une réalité. Salem Daesh, on s'intéresse avec vous au cas particulier parce que vous enseignez également en Tunisie à Sfax le réchauffement climatique qui entraîne inexorablement une réduction de la production céréalière alors même qu'on sait la Tunisie paie de plus en plus cher ses importations, notamment à cause de la guerre en Ukraine. On a d'un côté donc, le volet naturel, à savoir des températures de plus en plus en hausse. Je donne quelques chiffres, donc à peu près c'est 0,5 degrés Celsius par décennie, donc depuis 3-4 décennies en Tunisie à peu près et au Maghreb en général. En plus de ça,
on a donc des événements extrêmes tels que la sécheresse qui frappe depuis 3 ans exactement, avec un total pluviométrique annuel moyen qui est de l'ordre de 30% de la normale. La normale, donc c'est la moyenne sur 30 ans. Donc depuis 2019 à peu près, on a 30% de ce qu'on doit recevoir, donc entre guillemets du ciel. En plus de ça, il y a cette activité anthropique. Donc l'homme aggrave un peu la situation avec une exploitation massive, souvent non raisonnable des ressources en eau. Notamment le secteur du tourisme qui est visiblement en Tunisie très vorace en eau. Un mot avant de passer au sujet, Fatima et Zahra Mengoub. Il y a une pénurie d'eau au Maghreb, c'est très clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une pénurie de compétences? Est-ce qu'on est face à un phénomène finalement de mauvaise gestion hydrique de la part des pays du Maghreb de manière générale? Alors, puisque c'est clair, il y a une pénurie d'eau, on peut pas le nier. Mais on ne peut pas aussi nier toutes les actions, les interventions qui ont été prises par le gouvernement afin de s'adapter à cette réalité. Et là, je citerai le cas du Maroc parce qu'en fait, avant de parler du changement climatique, le Maroc a beaucoup investi dans le secteur de l'eau, notamment on peut parler de la politique des barrages qui a commencé dans les années 60, qui a permis de mobiliser des quantités d'eau colossales afin d'être utilisées dans les périodes de besoin. On peut parler aussi des stations de dessalement de mer qui ont commencé en fait durant les années 70-60, qui ont permis aux villes du Sud de s'alimenter en eau potable. Du coup, certes, on ne peut pas dire qu'il y a un manque. Comme toute politique, elle a des avantages et des inconvénients et des points faibles plutôt. On ne peut pas dire qu'ils ne font pas d'efforts, qu'ils ne sont pas conscients de l'ampleur du problème, mais il y a des efforts et des actions louables qu'on peut citer tout au long de cette discussion. Salem Daesh, tous les climatologues sont unanimes pour dire que d'ici 2050, la sécheresse va s'intensifier dans les pays du Maghreb. Quelles sont les solutions qui sont envisagées par les différents gouvernements du Maghreb pour tenter de juguler ce réchauffement climatique? D'abord, il faut relativiser en fait. Si la tendance au réchauffement, c'est-à-dire la hausse des températures est bien régulière et claire au Maghreb, aussi bien que partout dans le monde, notamment dans les grandes villes, pour les précipitations, on préfère, nous climatologues, parler plutôt d'une variabilité interannuelle. Bon, malheureusement, les 3 dernières années étaient sèches, mais ce genre de sécheresse a eu lieu aussi par le passé. Les années 60, les années 70, les années 80 ont aussi eu, donc, au milieu des années 90, pareil. Donc, on parle plutôt d'une variabilité interannuelle. Donc, il n'y a pas vraiment une tendance. Donc, facilement, on peut avoir des années bien arrosées prochainement. Toutefois, ce qui est donc on va dire confirmé, c'est qu'il y a plus d'événements pluviométriques extrêmes, c'est-à-dire des événements avec de fortes pluies, notamment pendant l'automne, qui peuvent causer des inondations. Malheureusement, les quantités de pluie, les pluies diluviennes, n'apportent pas beaucoup à l'agriculture. Au contraire, ils vont créer de l'érosion donc du sol. Une bonne quantité de l'eau sera ruisselée, ne sera pas infiltrée, et la végétation et en général l'agriculture ne va pas profiter donc de cet excès d'eau. Voilà, en ce qui concerne les projections concernant les prévisions 2050. Fatima et Zahra Mengoub, il nous reste plus beaucoup de temps, ce sera ma dernière question. Israël et le Maroc qui ont repris en 2020 leurs relations diplomatiques. On sait qu'Israël est un pays historiquement impacté par le déficit en ressources hydriques, mais qui parvient à satisfaire entièrement aujourd'hui ses besoins en eau avec un surplus de 20%. Est-ce que le Maroc, dans le cadre de ses relations diplomatiques, pourrait demain faire appel au savoir-faire israélien ? En fait, Israël, comme le Maroc, en fait, il souffrait de manque de ressources d'eau, ce qui a poussé les scientifiques et les chercheurs et le secteur privé à innover, à investir dans la recherche et développement afin d'innover et de mettre en place des technologies très performantes, et ça on le sait. Le Maroc aussi s'est aussi mis sur le même chemin. Il a essayé aussi d'introduire de nouvelles technologies, mais cela n'empêche pas que, puisqu'en fait on partage le même problème, ça
un problème commun, ça peut nous permettre de créer des partenariats plus solides afin d'échanger, que ce soit d'échanger des techniques, que ce soit en termes de technologie d'irrigation ou d'autres, et bien aussi d'autres volets comme institutionnels, parce que le Maroc, par exemple, il est connu qu'il a un volet institutionnel ou législatif de réglementation de l'eau qui est assez forte et qui permet en fait de bien gérer la ressource en eau. Donc je trouve qu'il y a énormément de champs et de chantiers plutôt dans lesquels on peut travailler tous ensemble. Et bien voilà, la paix au service de l'agriculture pour tenter de juguler ensemble ce phénomène, ce fléau mondial même du réchauffement climatique. Fatima Ezara Mengoub, merci à vous en direct depuis Rabat, et Salem Daesh, climatologue tunisien en direct depuis Paris. Il nous a suivis dans cette aventure de l'Orient au Maghreb. Nathanaël Chouraki, bonsoir. Bonsoir Cyril. Vous nous dévoilez donc dans cette toute nouvelle rubrique la toute première image de la semaine, de ce tout premier numéro de Maghreb, de cette toute première saison. Tout à fait, et ravi d'être des vôtres, effectivement, avec cette première image qui est très drôle, mais pas forcément très joyeuse. C'est un dessin terrible du caricaturiste algérien Dilem, où l'on voit une embarcation de migrants illégaux, kharaga, en arabe algérien, et une référence au bain de foule écourté d'Emmanuel Macron en Algérie. Alors, si vous ne le savez pas, une embarcation kharaga, c'est une embarcation donc de migrants, ceux qui brûlent en arabe, en réalité ceux qui brûlent les papiers, ceux qui brûlent la loi, comme on brûlerait un feu rouge. Et la semaine dernière, eh bien, c'est la raison de ce dessin, la Méditerranée a vu la mort de 14 Algériens qui essayaient de rejoindre l'Europe, l'Espagne très spécifiquement. C'est évidemment, on le sait, un problème systémique. La semaine précédente, c'est 3 femmes qui avaient trouvé la mort. Il y a aussi, oui, effectivement, beaucoup de femmes qui tentent cette traversée, contrairement au cliché du jeune homme seul. C'est une action évidemment de désespoir, mais d'après beaucoup de sociologues, notamment observant des gens qui viennent de milieux pas si défavorisés que ça, c'est aussi un acte de protestation, un acte de résistance, une sorte de suicide collectif. C'est difficile à entendre, mais c'est ce que Dilem vient avec un humour extrêmement noir, nous rappeler. Merci Nathanaël Chouraki, on vous retrouve jeudi prochain pour votre nouvelle image de la semaine. Voilà Maghreb, c'est tout pour cette semaine. À jeudi prochain, je vous dis shalom, slama. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sous le hashtag qui s'affiche à l'écran.